Alain Bénichou, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'IBM France. Alors aujourd'hui, l'innovation chez IBM, ça veut dire quoi? Écoutez, l'innovation, c'est une impérieuse nécessité. C'est à peu près plus de 6% du chiffre d'affaires d'IBM, c'est-à-dire plus de 6 milliards de dollars par an. Et c'est cette nécessité d'investir constamment dans une industrie en constante évolution, parce que si vous manquez une mutation technologique, une entreprise comme IBM, quelle qu'elle soit d'ailleurs, toute entreprise peut absolument défaillir et mourir. Juste une mutation technologique loupée et c'est la fin. Alors, souvent on associe les nouvelles technologies et innovation. Est-ce que parfois l'infrastructure informatique peut être un frein à l'innovation? Alors écoutez, ça c'est une découverte récente. La première des choses, c'est 70% des budgets informatiques sont dédiés à la maintenance et à l'infrastructure. Ce qui veut qu'il reste 30% pour l'innovation. 70% pour régler, je dirais, l'intendance et 30% pour innover. Il faudrait que ce soit l'inverse. Il faudrait qu'il y ait 30% évidemment dans l'intendance et 70% pour les nouveaux projets. Ce qui se passe, c'est que la complexité fait que les systèmes se plantent carrément. Toutes les pannes que l'on vit d'ailleurs quotidiennement, que ce soit dans les réseaux de distribution, les réseaux de transport, les réseaux énergétiques, souvent ils ont une cause informatique à la base. Donc ces problèmes-là, il faut absolument les résoudre. C'est notre actualité aujourd'hui, de faire des systèmes qui vont essayer de gommer ces problèmes, qui s'auto-configurent, qui s'auto-diagnostiquent et qui s'auto-corrigent au fond, pour éviter de dépenser autant dans les infrastructures. Alors vous parlez de logiciels justement, est-ce que bientôt on va pouvoir avoir des logiciels intelligents justement qui s'autorégulent, qui se formatent d'eux-mêmes? Alors, les logiciels intelligents viennent de l'analyse des données. C'est-à-dire que quand on est capable de faire un ordinateur qui s'autorégule et à qui vous donnez des objectifs et qui lui va provisionner la mémoire, la CPU qu'il faut pour pouvoir faire le travail sans que vous ayez à le faire manuellement avec tous les risques d'erreur que ça implique, quand vous faites ça, vous avez des systèmes qui sont pratiquement des systèmes experts. Mais ceux dont vous parlez, c'est des ordinateurs qui pensent. On n'en est pas encore tout à fait là. Hein, c'est-à-dire, on va commencer par des ordinateurs qui apprennent. Et qu'est-ce que ça veut dire apprendre? Ça veut dire analyser des milliards et des milliards de données, pouvoir les connecter ensemble, un peu comme des neurones le font, et prendre effectivement des décisions ou prendre des suggestions de décisions. Voilà un peu ce vers quoi les logiciels d'analyse prédictive de données nous amènent, en fait. D'accord. Alors aujourd'hui, en matière d'innovation, on parle beaucoup de réseau social comme un levier à l'innovation. Est-ce que chez IBM, en interne, vous utilisez des réseaux sociaux justement pour générer cette créativité? Alors on les utilise de deux façons. D'abord, premièrement, le réseau social est essentiel dans une entreprise aussi grande qu'IBM. On est 425 000. Il y a à peu près 75 000 différentes équipes virtuelles qui travaillent ensemble sur des réseaux sociaux. Moi, je préfère dire collaborer d'ailleurs que coopérer. Parce qu'ils s'aident, ils apprennent les informations, ils se donnent les informations qu'il faut pour réussir des projets. Ça ne pourrait pas marcher dans une entreprise aussi diverse, culturellement, mais aussi géographiquement qu'IBM, si on n'avait pas ces réseaux sociaux. Ça, c'est l'interne. Et c'est le logiciel connexion d'IBM qui est mis à disposition de tous les collaborateurs, y compris moi. Et là, vous avez vu, on a une culture Y. Je préfère dire culture Y que génération Y. Tout le monde est en fait un père de quelqu'un d'autre. Il n'y a plus de président et de consultants. Les deux sont exactement à égalité. Ça, c'est le réseau social d'entreprise. Mais ensuite, il faut aussi pouvoir aller à l'extérieur. Et il faut pouvoir participer à Twitter, Facebook, d'abord pour représenter son entreprise, mais aussi pour toucher ses clients, pour les comprendre. Parce qu'ils donnent des informations volontairement. Rien n'est plus important pour une entreprise que d'avoir une réponse à une question qui n'a pas été suscitée, qui n'avait pas été posée, mais qui est volontaire. Et donc les gens aujourd'hui sont encouragés à IBM, les collaborateurs d'IBM sont encouragés à participer à Twitter. Moi-même d'ailleurs j'ai un compte Twitter et à Facebook. Ça c'est aussi quelque chose qui va, je dirais, rendre l'entreprise un peu plus virale. Et mieux d'ailleurs faire connaître IBM à ses clients et à ses collaborateurs.
Très bien. Alors en matière d'innovation, on parle beaucoup de villes intelligentes aujourd'hui. Est-ce que IBM France aujourd'hui travaille sur des projets de villes intelligentes en France? Oui, on travaille dans des projets dans la plupart des grandes villes. D'abord, vous savez, les villes intelligentes, c'est essentiel, ou les villes plus intelligentes. On est un petit peu moins, on est un peu plus humble. On sait qu'elles le sont déjà, mais on veut les rendre un peu plus intelligentes parce qu'il y a des problèmes. Ces problèmes nous sont donnés, notamment dans les grandes agglomérations, qui très rapidement vont regrouper 70% de l'humanité. Si 70% de l'humanité va se concentrer dans les villes, vous allez avoir la concentrée de tous les problèmes. Les problèmes de sécurité, les problèmes de santé, les problèmes de pollution, de risques environnementaux, et aussi des problèmes de vie quotidienne, de trafic urbain. On travaille aujourd'hui dans des projets de transport multimodal, par exemple avec la ville de Nice. On travaille sur aussi le trafic urbain qui reste une très grande préoccupation. Vous savez, quand vous posez la question aux habitants d'une grande ville, quelle est votre première priorité, votre premier problème? La première des choses qu'il mentionne, c'est les transports et la difficulté de l'offre de transport. Nous le savons par exemple que le plus grand des bouchons européens se forme tous les matins à 6 h du matin dans l'Est parisien. C'est en France. Il faut résoudre ce problème. Alors, ce que l'on fait par exemple à la ville de Lyon, avec d'ailleurs avec l'INSA, avec d'autres, Veolia, Transport, avec Orange, beaucoup d'autres collaborateurs et partenaires, nous allons faire c'est le projet Optimode, où nous allons mettre en place un véritable prédicteur de trafic. C'est-à-dire qu'une heure à l'avance, on va vous dire si vous allez trouver un bouchon sur votre route ou pas. Et ce prédicteur, je dis véritable parce qu'il en existe, mais celui-là sera basé sur des données en temps réel et non pas des données historiques. C'est-à-dire des capteurs en temps réel qui vont vous dire à une heure. Alors, il y aura deux versions. Une version pour les professionnels, qu'on va mettre en place avec Renault Trucks, d'ailleurs, et une version pour le citoyen de Lyon. Et bien entendu, les gens qui vont permettre de faciliter la logistique et les livraisons, par exemple, dans les villes, ou les voitures de taxi, et les autres, évidemment, pour vous et moi, quand on a envie de prendre sa voiture ou pas. Et peut-être, ça dissuadera d'ailleurs les gens de prendre la voiture et d'aller dans les moyens alternatifs qui sont mis à la disposition, évidemment. Et là, on revient sur la problématique de transport multimodal. Je vous ai donné deux exemples qui sont vraiment brûlants aujourd'hui en France, mais il y a évidemment beaucoup d'autres, notamment sur les risques d'inondations, environnementaux et autres. Alain Bénichou, merci beaucoup. Merci.